Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes! Salut! J'ai la chance d'être avec Damien Descartes, que la plupart d'entre vous connaissent. À travers ses vidéos, les livres, etc. Il m'a beaucoup inspiré. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, peux-tu te présenter et présenter le lieu dans lequel tu vis? Ok, moi je m'appelle donc Damien Descartes. Je suis passionné par la nature depuis tout le temps. En fait, je suis vraiment fanat de l'environnement, de l'écologie, la nature. C'est ma passion depuis toujours, depuis que je suis tout petit, quoi. Et du coup, j'aime bien aussi m'intéresser à tout ce qui est autonomie alimentaire. Donc j'essaye de mélanger en fait préservation de biodiversité, autonomie alimentaire. Et c'est ce que je fais sur mon terrain, dans mon jardin. Dans le Limousin, on est sur une espèce de jardin forêt comestible, plantes sauvages, accueil de la biodiversité, lieu d'expérimentation, lieu de travail aussi parce que je fais des vidéos, ça me permet d'écrire des bouquins, d'élever des animaux, etc., etc. Donc c'est mon jardin qui est mon lieu de travail, d'expérimentation, préservation de biodiversité et production alimentaire diversifiée. Et voilà. Peux-tu nous parler de ton jardin forêt? Ouais, alors là c'est un jardin où on est arrivé en 2017, donc ça fait 6 ans maintenant à peu près. C'était juste une prairie, donc il y avait vraiment que de l'herbe, tout simplement. Et donc sur ce jardin, j'ai dû planter, je sais plus, je me suis arrêté à 1000, mais au début, la première année, j'ai planté 1000 arbres. Et puis maintenant, chaque année, j'en plante, donc je sais plus du tout à combien j'en suis. Puis il y en a qui se ressèment, il y en a que je greffe. Là, par exemple, ici, il y a pas mal dans les haies, il y a pas mal de pruneliers et d'aubépines. C'est des plantes sauvages, quoi. Et du coup, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se battent contre ces plantes sauvages pour pouvoir mettre des fruitiers. Et moi j'aime bien, plutôt que me battre contre la nature, essayer de faire avec. Et du coup, tu vois, là il y a pas mal d'aubépines qui poussent. Donc les aubépines sur lesquelles je peux greffer du poirier. Et du coup, tu vois, c'est des greffes de l'année dernière. Des plantes qui n'ont pas besoin d'arrosage, qui n'ont pas besoin de... L'aubépine, elle est hyper adaptée. Elle est hyper connectée aux champignons mycorhiziens. Ça fait partie des plantes qui se mycorhizent le plus, avec les pruneliers et les ronces. Et du coup, j'ai un poirier hyper résistant, qui a besoin de rien du tout. Et tu vois, j'en ai fait un autre là-bas. Juste ici, hop, hop. Donc juste une greffe de l'année dernière. Je prends un couteau, je fais une fente, je fous 2 branches et c'est parti, quoi. Et sur prunelier, donc là sur les aubépines, on peut mettre poirier, cognacier, néflier. Et sur les prunes, là il n'est pas terrible, mais c'est plus près, quoi. Et sur les pruneliers, on peut mettre tout ce qui est prune en fait. Et donc là c'est le plus petit, mais j'en ai des plus gros juste derrière, juste là. J'en ai vraiment en fait partout je m'amuse à faire de la greffe, quoi. Juste tu viens avec un couteau et 2-3 petites branchettes, tu fends, tu mets et c'est réglé, quoi. Et du coup, voilà, moi les plantes sauvages, c'est pas mes ennemis, j'essaye de travailler avec. Du coup, mon jardin forêt, il est très... c'est un mélange de sauvage et de cultivé et j'essaye de faire associer les deux choses. J'ai un potager qui s'étend sur à peu près 1000 m². Dans ce potager, il y a des canards corindiens qui gèrent les limaces, donc ça c'est cool. Mais je voulais... tout le monde n'a pas la chance d'avoir 1000 m². Moi j'ai 4 hectares et quelques, on l'a peut-être pas dit. Il y a des gens qui ont un petit jardin, la plupart des Français ont un jardin de moins de 50 m². Donc je voulais montrer qu'avec un petit jardin, on pouvait produire beaucoup. Et donc ici, je me suis amusé à faire un potager qui fait 20-25 m². Et je me suis amusé à filmer toutes les récoltes qu'on pouvait sortir et toute la productivité qu'on pouvait avoir. Et c'est vraiment incroyable déjà tout ce qu'on peut faire dans un petit jardin. Tu peux produire du fruit, de la pomme, de la framboise et des azimines, du pao-pao. Après tu fais beaucoup de légumes. Là j'ai installé un châssis tonnelle, c'est-à-dire que le châssis en début de printemps il me sert à faire tous mes semis. Après j'ouvre le châssis et je fais grimper les tomates, les courges, etc., quoi. Voilà pour ce petit jardin. Et toujours pareil pour ceux qui ont des petits espaces, je me suis amusé à faire à cultiver des petits pommiers qui sont colonnaires en fait, qui prennent pas d'espace. Du coup tu vois, dans mes pommes de terre, l'année dernière il y avait des courges, l'année d'avant des tomates. Je peux produire également des pommes dans la planche de culture, quoi. Donc quand on a un petit jardin, on peut faire des associations qui sont hyper intéressantes pour avoir du fruit en même temps que des légumes, quoi. Donc moi j'ai un grand jardin, je peux faire des grandes expérimentations, mais comme les gens qui suivent mon travail souvent ont de petits jardins, je fais aussi pour eux, quoi. Donc là on est sur de la tomate, tout simplement. Là cette année en 2024 il fait que pleuvoir en fait non-stop, on a du mal à avoir de la chaleur, c'est vraiment une année très compliquée pour la culture de la tomate en extérieur. Moi j'ai des variétés que je sélectionne depuis bientôt 15 ans peut-être. Des variétés qui sont hyper résistantes aux maladies et du coup tu vois il fait que pleuvoir, il fait froid et j'ai pas un seul signe de maladie qui se développe sur cette tomate, c'est une tomate Ispolin. J'ai toujours été passionné par la sélection des semences pour apprendre, je leur apprends rien en végétaux, mais en tout cas je sélectionne les végétaux qui sont vraiment résistants et c'est eux que je multiplie et ça me permet d'avoir des plantes qui n'ont jamais de traitement. Ça va un peu à l'encontre du système actuel où on a des végétaux faibles qui vont avec une panoplie de traitements qui vont avec.
Moi, je suis plutôt sur des variétés costauds, résistantes, gratuites, faciles à multiplier. Quand je vendais des paniers de légumes, dans le Var, je vendais des légumes. Les gens, je leur disais, mais vous pouvez m'acheter mes tomates, ok, mais vous pouvez aussi, vous ouvrez mes tomates, vous gardez les graines qu'il y a dedans, vous faites votre tomate et vous n'avez plus besoin de moi, quoi. Du coup, ouais, moi, je suis plus passionné. J'ai vendu des légumes pendant des années. Et moi, ce qui me plaît plus, c'est la transmission. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand quelqu'un a faim, si tu lui donnes du poisson, tu le nourris pour la journée. Et si tu lui apprends à pêcher, tu le nourris pour la vie. Ouais, c'est une phrase qui me... Bon, c'est une phrase connue et pas si folle que ça, mais moi, je trouve que ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et donc, je préfère faire en sorte que tout le monde s'autonomise un petit peu, plutôt que les gens soient dépendants du commerce. Et donc, les variétés résistantes aux maladies, c'est intéressant pour ne plus dépendre des pesticides. Alors là, il y a une plante que tu dois sans doute connaître, hein, le feijoa, ou goyavier du Brésil. C'est un arbre qui est intéressant parce qu'il a un feuillage persistant, donc il peut être pas mal dans une haie ou si on veut avoir du vert toute l'année, parce que souvent les fruitiers, en fait, ils perdent leurs feuilles en hiver. Donc lui, il est quand même intéressant parce qu'il a son feuillage toute l'année. Là, il va y avoir une floraison d'ici un mois, on va dire. Une floraison rouge très très jolie et les pétales, elles sont super bonnes. C'est un goût de fraise, les pétales du feijoa. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est un goût de fraise parce que c'est un arbre qui a été habitué à se faire polliniser par les oiseaux. T'as les oiseaux qui viennent manger les pétales, ils se foutent du pollen sur eux et ils déplacent le pollen comme ça. Donc c'est un truc de ouf. On a toujours l'habitude que la pollinisation soit faite par les abeilles ou voir les papillons ou les bourdons. Mais parfois c'est les oiseaux. Et donc lui, sa stratégie, c'est de faire des pétales au goût de fraise pour attirer les oiseaux. Et après, tu as une fructification qui est intéressante, mais elle est tard en automne. Donc si on a un climat froid, parfois on n'arrive pas à avoir les fruits. Donc parfois on mange juste les pétales. Là, on va dire que nous, une année sur deux, ils arrivent à produire parce qu'en fait, les récoltes, c'est presque à novembre, tu vois. Donc, s'ils gèlent fort avant novembre, t'as pas de fruits, quoi. Et c'est une plante qui est hyper rustique, enfin, hyper costaud, quoi. Moi, j'en ai partout. Ils sont, peut-être que je peux dire ça, ça peut surprendre. Moi, mes arbres, souvent, je les fous dans les herbes et je désherbe pas, quoi. Et ça peut surprendre pas mal de monde. Et tu vois, je les désherbe pas, je les ai jamais arrosés et ils poussent, quoi, tu vois. Et c'est vrai pour la plupart de mes arbres, ils sont juste plantés et quasiment abandonnés. Sauf des fois, quand je mets un aziminier, j'avoue, que je l'ai payé 40 balles, l'aziminier. Je vais venir avec mon arrosoir, je vais le surveiller. Mais là, c'est des trucs de semis. J'ai dû avoir ça pour une poignée de figues, on va dire. J'en ai eu plein pour vraiment que dalle. Et du coup, ça se bouture. En plus, tu peux le bouturer, donc tu peux le multiplier facilement. Des fois, je fais des semis de pépins, de noyaux, tout ça, c'est gratuit. Je les mets partout. Donc ça, je ne fais pas attention. Je les laisse pousser dans les herbes. Après, quand je prends un arbre un peu cher, là, je le surveille un petit peu au début, quoi. Et du coup, tu vois, ils sont juste dans les herbes, ils s'en sortent très très bien. Et là, pareil, hein, c'est un noisetier, il a été juste mis dans l'herbe comme ça, quoi. Alors moi, je me suis passionné par les bambous depuis quelques temps, là, et du coup, j'ai planté pas mal de bambous. Alors l'avantage du bambou, c'est que c'est une plante comestible, ça fait des jeunes pousses hyper nourrissantes. Ça peut faire du fourrage. J'ai des animaux, j'ai une jument et 2 ânesses, donc ça peut nourrir la jument et les ânesses toute l'année, parce que le feuillage est vert toute l'année pour les bambous. Ça fait des très bons matériaux de construction pour faire des meubles, des murs, des clôtures. On fait des échafaudages, on fait des ponts. Enfin, c'est vraiment une super plante. Et là, il m'arrive un phénomène assez rare, on va dire. Donc là, c'est une variété, c'est Philostachys nigra enonis. Et le bambou, ce qui est assez fou, moi, au début, j'y croyais pas quand on me racontait ça, tu vois, c'est que quand il y a une graine de bambou qu'on fait germer quelque part sur la planète, après, le bambou, comme il est intéressant, on va le multiplier, on va le mettre partout sur la planète, hein, comme on a fait pour le pommier golden. À la base, c'est une graine qui a germé, on l'a foutu partout sur la planète. Et bien là, ce qui se passe, c'est que ce bambou-là, partout en même temps sur la planète, il va se mettre à fleurir, quoi. Donc là, il fleurit chez moi, mais il fleurit également en Asie, il fleurit en Amérique, il fleurit en Afrique, partout où il a été implanté, il fleurit en même temps, enfin en même temps, c'est sur 5 ans. Hein. Donc moi, il a commencé à fleurir l'année dernière. Là, cette année, il a bloc, il fleurira sûrement un peu l'année prochaine. Et pour certains, peut-être qu'il fleurira que dans un an ou deux. Mais en tout cas, c'est planétaire, c'est une floraison planétaire. Et c'est assez fou quoi, de se dire que tu sois en montagne, au bord de la mer, dans le froid, dans le chaud, la floraison est mondiale. Donc là, en ce moment, c'est Philostachys nigra enonis en pleine floraison, quoi. Et donc du coup, en Asie, bon là, chez moi, ça fleurit, donc bon, c'est pas très problématique. Hein, ça va me faire quelques graines, ça va nourrir peut-être les oiseaux. Moi, je vais faire quelques semis. Mais en Asie, sur certaines, pas tellement celui-là, mais sur d'autres espèces, quand il se met à fleurir, en fait, ça fait une profusion de nourriture assez folle. C'est-à-dire que ça se mange un peu comme des petits graineries. Donc ça fait une abondance de nourriture, mais après souvent le bambou il meurt et disparaît totalement. Du coup, toutes les populations qui dépendaient du bambou pour survivre, pour manger les pousses, pour nourrir les animaux, souvent ils sont obligés, ils se retrouvent dans une vraie difficulté où ils sont obligés de déménager, de changer de région en fait, parce que toute la bambouserie est morte totalement, quoi. Donc à la fois ça fait d'un coup une abondance d'une nourriture rare, un riz un peu rare, quoi, on va dire. Mais après tu te retrouves dans un endroit où tout a changé, il faut bouger, quoi. Donc c'est vraiment un truc de fou en Asie quand le bambou se met à fleurir, quoi.
Donc là, on est dans une zone au fond du jardin un peu sauvage. On va aller voir tout à l'heure la zone sauvage, ce qu'on appelle la zone 5 en permaculture, la zone où on laisse le monde sauvage s'installer. Du coup, dans cette zone, c'est bien, c'est sauvage, mais il y a des problématiques avec le monde sauvage également. Par exemple, j'ai des chevreuils. Là, tu vois, j'ai un petit caragagnier. Tu vois, les chevreuils, ils créent des dégâts. Et les dégâts sur les chevreuils, ils sont toujours à peu près dans ce niveau-là, qu'on va dire. C'est jamais en haut de l'arbre, c'est rarement en ras du sol. Et du coup, ce que je fais ici, c'est que les chevreuils, j'ai remarqué qu'ils n'aimaient pas les aubépines. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a pas de temps de piquant, tu vois. Ils n'aiment pas les aubépines et du coup, je greffe à une hauteur où les chevreuils ne viennent pas manger, en fait. Et du coup, ça me permet d'avoir des poiriers, ce qu'on disait tout à l'heure sur les greffes sauvages, de les avoir en hauteur, ça me les protège des chevreuils et également des limaces. Donc là, on est dans ma zone sauvage, juste à côté de là où on était tout à l'heure. On descend petit à petit dans mon jardin et c'est une zone également très humide. C'est une zone, on voit, tu vas peut-être pas voir à l'écran, mais en tout cas, c'est une zone très humide. Du coup, il y a beaucoup de tritons, grenouilles, beaucoup d'oiseaux qui viennent manger, des renards, des fouines, des martres. Enfin, vraiment, c'est une zone pour le monde sauvage. Et ici, on fait pas du coup, enfin, je fais pas d'intervention. C'est vraiment le monde sauvage. Il y a quelques arbres, donc on peut quand même caler des hamacs à certains endroits si on veut venir s'installer dans la nature. Et c'est hyper agréable en été quand il fait chaud. Ici, c'est toujours frais. Et donc là-bas, je fais rien du tout. Ici, je fais très peu de choses. Par exemple, là, j'ai mis un peu d'ail des ours, vite fait. Mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment une action ponctuelle et basta, quoi. Et l'idée, c'est vraiment, comme mon jardin, comme je disais tout à l'heure, qu'il soit vraiment un accueil pour la biodiversité. Pour moi, c'est autant important d'accueillir la biodiversité que de produire la nourriture, quoi. Donc ouais, moi, j'ai la race de canard coureur indien. C'est une race de canard qui est hyper intéressante parce qu'elle mange beaucoup de limaces. Donc, introduire dans un verger ou un potager, c'est hyper intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la canne, elle pond environ 200 œufs par an. Donc, ça peut remplacer presque une poule. C'est hyper efficace donc pour gérer les limaces et pour produire de la nourriture. Et en plus, c'est mignon, c'est sympa. Donc là, on est dans la zone un peu du poulailler. Alors, c'est pas vraiment un poulailler, c'est un poulailler où elles viennent dormir et couver, pondre. Mais en fait, elles sont en liberté dans la journée. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les fruitiers, ça peut être également de la nourriture pour les poules. Un bel exemple, c'est celui-là, c'est les mûriers. Le mûrier, ça va produire des fruits pendant presque 3 mois dans l'année. Du coup, moi, ce que je récolte, je le mange, c'est super. Et ce que je récolte pas, ça tombe au sol, ça nourrit les poules. Donc mes poules, elles sont nourries en grande partie parce qu'elles trouvent dans le monde sauvage. Là, tout ça, c'est des herbes hautes, c'est des graines pour nourrir les poules et les poussins. Elles vont se farfouiller là-dedans, elles vont manger les insectes. La poule, c'est un animal qui préfère manger des insectes plutôt que manger des graines, en fait. Donc dans un biotope riche en biodiversité et en insectes, nos poules, on les nourrit quasiment pas, en fait. Bon, là, on est dans la serre. Alors la serre, c'est quand même chouette parce que ça me permet d'avoir des légumes verts toute l'année. C'est-à-dire que toute l'année, on va avoir soit des épinards, soit des laitues, soit des radis, soit des tomates, etc. C'est très, très intéressant pour produire toute l'année. Même quand il neige dehors, moi, j'ai encore des légumes dans la serre. Donc la première partie, c'est plutôt potager, plantes annuelles classiques. Et quand on arrive vers le milieu de la serre, bon, déjà, j'ai un point d'eau avec de l'eau. Il y a un petit panneau solaire qui fait tourner l'eau en permanence. Ça me permet d'avoir des libellules, des grenouilles et un peu de biodiversité dans la serre qui régule les potentiels ravageurs, on va dire. Et après, on arrive sur des plantes un peu plus vivaces comme de la vigne, du kiwi, de la menthe. Tu vois, c'est un peu plus genre une petite jungle comestible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Avant, j'avais également tout ce qui est agrumes. J'avais installé des citronniers yuzu, mandariniers satsuma, des bananiers aussi à rustiques, à fruits. Mais tous ces plantes-là, je les ai enlevés parce qu'en fait, ils galèrent tellement que les autres plantes prennent le dessus. Donc, c'est des plantes que j'ai fini par enlever. Même si malgré tout, je m'amuse toujours à expérimenter des trucs. Donc là, tu vois, il y a un petit figuier de barbarie rustique qui est censé résister à moins 20 degrés. Et là, les trois petites oreilles qu'on voit, c'est les pousses de l'année. Donc, j'expérimente encore, quoi. Et oui, et ce qui marche très très bien dans la serre, c'est la glycine tubéreuse. C'est limite envahissant dans la serre, c'est-à-dire que chaque année, je suis obligé d'en enlever des quantités de tubercules. C'est excellent à manger. La plante, elle devient magnifique. Après, quand elle fleurit, c'est hyper beau. Et chaque année, je suis obligé d'en enlever des quantités. Ça repousse toujours. C'est une plante comestible, fixatrice d'azote, très jolie, qui pousse dans ma serre. Donc là, on est dans la partie prairie de mon jardin parce qu'on parle de forêt comestible. La forêt, c'est super, c'est un biotope hyper intéressant. Mais le biotope prairie, il est également hyper intéressant. Notamment, il y a beaucoup de fleurs dans les prairies, beaucoup de papillons, beaucoup de pollinisateurs qui ne pourraient pas vivre en forêt. Donc le biotope prairie est hyper intéressant. Et pour maintenir ce biotope prairie sans utiliser de pétrole, j'ai mis des équidés, donc une jument et 2 ânesses. C'est elles qui me font la tonte de la prairie, elles entretiennent les prairies. C'est trois prés côte à côte et une rotation. Elles y passent un mois dans un, après elles tournent, elles vont dans l'autre et ça tourne chaque année, chaque mois en fait ça tourne.
ce qui fait que l'herbe est tout le temps tondue, et il y a tout le temps de la nourriture fraîche pour elle, et c'est hyper intéressant. Donc dans ces prairies, moi j'aime bien mélanger plein de trucs différents. Ce qui est intéressant d'ailleurs souvent pour les écosystèmes, c'est tout ce qui est lisière. La lisière entre la forêt et la prairie est encore plus intéressante que la prairie ou la forêt. Donc dans la lisière, tu as la biodiversité de la forêt, plus celle de la prairie, plus celle qui vit uniquement dans les lisières. Donc j'aime bien créer plein de petits biotopes, plein de petites lisières. Et là, donc dans mes prairies, j'ai installé une petite cage à bambou en fait. La cage à bambou, ça permet que le bambou puisse grandir, grossir. Et quand il va vouloir sortir, c'est un bambou traçant, mes ânes vont manger les jeunes pousses de bambou, ça va les nourrir. Il faut savoir qu'en Asie, les bambous, c'est vraiment une plante qui nourrit énormément d'animaux. Quand on n'a pas de pétrole et qu'on veut nourrir des animaux, on ne peut pas trop faire du foin en quantité. Le bambou, c'est vraiment efficace pour ça, quoi. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est... les séparations des prairies sont faites avec des haies fourragères. Donc là, mes prairies sont séparées ici avec une haie. C'est une haie, comme je disais tout à l'heure, qui est à la fois fourragère. Donc le but, c'est de nourrir pour que j'ai moins besoin d'avoir du foin. Fourragères, elles sont à la fois mellifères, avec des floraisons quasiment toute l'année, et à la fois fructifères. Donc là, on voit des amélanches, il y a des nachis, il y a des poires, il y a des pommes, beaucoup de fruits. Donc voilà, c'est une haie multi-utilité. Du coup, parmi ces arbres, il y a le paulownia qui est intéressant. C'est un arbre qui pousse très vite, qui produit beaucoup de biomasse et qui donc peut faire beaucoup de nourriture pour les équidés. Et ce que j'ai voulu faire aussi avec cette haie, c'est, tu vois, c'est une longue ligne qui va relier une forêt là-bas au fond à une autre partie boisée là-bas, ce qui fait que ça permet à la vie en fait de circuler. Parce qu'il y a des animaux qui vont pas vouloir se balader dans une prairie. Un écureuil, tu vois, il va pas courir dans la prairie, il va vouloir passer d'arbre en arbre. Pareil pour certains insectes, pareil pour certains oiseaux, quoi. Donc l'idée, c'est de créer des biotopes et des corridors écologiques entre ces biotopes. Donc là, on est près d'un étang qu'on a fait creuser il y a quelques années. Comme on parlait des corridors tout à l'heure, moi j'aime bien aussi créer des corridors pour l'eau. C'est-à-dire que quand j'ai une grenouille dans une zone, je veux qu'elles les grenouilles qui sont ici, en fait, si elles suivent l'eau, elles peuvent se retrouver dans mon potager ou remonter dans la forêt comestible. Tu vois, il y a comme un corridor aussi aquatique. Il y a toute une gestion de l'eau, en fait, parce que l'eau, c'est vraiment hyper important. Comme on dit, l'eau, c'est la vie, tu vois. Et donc, j'ai fait en sorte que mes points d'eau soient répartis sur un peu la totalité du terrain. Beaucoup de mares pour la biodiversité, beaucoup de mares à canards. Ici, c'est un étang qui a été fait pour la pêcherie, pour pêcher. Donc, on a des poissons pour pêcher, tout simplement. L'inconvénient, enfin, chaque fois qu'on fait des choses, on rencontre des petits problèmes, des fois. Ici, on a des ragondins. C'est une espèce invasive, en fait, qui a été introduite pour son pelage, j'allais dire son plumage, pour son pelage. Et du coup, quand on n'a plus l'utilité, on les a relâchés. Et du coup, maintenant, on a une espèce invasive qui s'appelle le ragondin et qui crée des dégâts dans les étangs et tout ça. C'est comestible, il y en a qui les mangent. Tu vois, je sais qu'on peut faire du pâté de ragondin. Souvent, ils appellent ça le lapin d'eau. Donc bon, bref. Et le problème que je rencontre, c'est que ces fameux ragondins, là, ils bouffent pas mal la végétation. Donc tu vois, là, cette belle tonte, c'est eux qui font ça. On sent mieux que les tondeuses. Et bon, l'inconvénient, la tonte qui tonde l'herbe, c'est pas trop grave, mais ils vont également me bouffer mes petits arbres fruitiers. Donc ici, très difficile de faire vivre des arbres fruitiers parce que les ragondins me les dégomment. Du coup, tu vois, les ragondins, ils mangent plein de trucs. Ici, j'avais fait une tonnelle avec de la vigne, ils m'ont défoncé la vigne. Bon, pour revenir à l'étang, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que c'est valable pour un étang, c'est valable pour une forêt, c'est valable pour le sol, c'est que la vie a tendance à fonctionner par strates. Donc moi, si tu veux, j'ai des strates de poissons dans mon étang, avec des poissons de surface, des poissons de milieu d'eau, des poissons de fond d'eau, comme les tanches, etc. Quand tu regardes un arbre, en fait, quand tu regardes la nature, il y a de la biodiversité qui vit à ras du sol, il y a de la biodiversité qui vit sous le sol, il y a des insectes qui vont vivre que sur les troncs des arbres, il y a des insectes qui vont vivre que en hauteur, dans la canopée. Et du coup, j'aime bien, quand je crée un écosystème, l'envisager en strates, tu vois. Donc là, c'est une zone, quand on a acheté le terrain, elle était inaccessible. En fait, c'était juste de la ronce. On savait, parce qu'on avait vu le cadastre, qu'il y avait un point d'eau derrière, mais il était invisible et inaccessible, en fait. Donc là, on a un peu débroussaillé pour créer un accès, pour arriver enfin à voir l'eau. Et du coup, ici, c'est une zone plutôt de biodiversité. L'idée, c'est que ce point d'eau, il n'y a pas de poissons dedans. Donc, il y a beaucoup de tritons, beaucoup de grenouilles, beaucoup de libellules, etc. Et l'idée, c'est que l'eau, quand elle arrive sur notre terrain, elle vient, on va dire, un peu polluée parce qu'elle vient de prairies avec des vaches. Elle vient ici et elle est filtrée en fait par la végétation. Et quand elle ressort de notre terrain, elle est plus propre. Donc nous, on est content en fait d'essayer de rendre un monde plus propre, quoi, tu vois. Donc là, toujours à côté de ce point d'eau, on a installé également une ruche de biodiversité pour accueillir les abeilles sans forcément prélever le miel. Mais déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on parle d'abeilles, on imagine toujours l'abeille qui fait du miel dans les ruches.
En fait, c'est juste une seule espèce. En Europe, il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles. Il n'y en a qu'une seule qui vit en ruche et toutes elles font de la pollinisation. Donc, c'est pas que l'abeille qui vit dans des ruches qui fait la pollinisation. Et même parfois, quand il y a trop de ruches, ça peut créer une concurrence sur les abeilles sauvages. Donc, c'est intéressant de savoir que les abeilles, c'est pas qu'une espèce, c'est tout un cortège. Et la majorité sont des abeilles solitaires. Mais malgré tout, l'abeille mellifère, on l'aime bien, on l'a quand même installée. Donc, c'est une petite ruche. C'est des abeilles noires, donc des abeilles un peu rustiques, un peu à l'ancienne, quoi. Nous, on prend pas le miel, donc elles supportent très bien d'avoir des longs hivers. En fait, elles se débrouillent toutes seules si on prend pas le miel. Elle est même capable de survivre aux attaques de frelons asiatiques. Nous, on fait rien du tout contre les frelons asiatiques. Et elle passe très bien la période difficile sans problème, quoi. Et ça fait beaucoup de pollinisation. Ça aide en fait la forêt comestible. En fait, plus il y a de pollinisateurs, plus on a des fruits et plus on est content, quoi. Et du coup, oui, la ruche, nous, on a installé une ruche vide. En fait, on n'a pas installé d'abeilles. Il y a une année, on avait vu qu'il y avait un essaim qui se baladait et qui cherchait un endroit pour s'abriter. Bon, bah, ok, on a observé ça, rien de spécial. Et l'année suivante, en fait, il y a une asso qui nous a proposé d'avoir une ruche chez nous pour accueillir les abeilles sauvages. Du coup, on a juste installé la ruche à l'endroit où on avait vu l'essaim. Et l'année d'après, un autre essaim est venu s'installer dans cette ruche. Donc nous, on n'a rien fait du tout. On a juste proposé un biotope. Dans la ruche, il n'y a pas de cadre, il n'y a rien du tout. C'est les abeilles qui font tout, en fait. L'idée, c'est d'imiter en fait, ce qu'elles pourraient trouver dans la nature, un tronc d'arbre mort ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant également avec le fait d'avoir des animaux, c'est que ça fait plein de synergies avec le jardin. Donc, tu vois, j'ai des équidés qui mangent de la prairie, ils me font du crottin. Ce crottin, ça peut aller au potager, du coup, ça crée toute ma fertilité pour le potager. Mais en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce crottin, ça va attirer des insectes et ça va nourrir mes poules. Donc, le fait d'avoir des poules avec les équidés, ça fait que les poules sont nourries avec les insectes dans le crottin et en plus, ça déparasite le crottin. Ce qui fait que tu auras moins de problèmes de parasites en ayant des poules avec tes chevaux, quoi. Donc, c'est tout un ensemble qui s'imbrique. Tu vois, canard au potager, ça fait des œufs, ça mange les limaces. Les chevaux, ça maintient des zones ouvertes, ça fait de la fertilité, ça nourrit les poules. Tout est hyper interconnecté, quoi. Que signifie pour toi l'autonomie et comment peut-on l'atteindre? Ok, bon, déjà, c'est un vaste sujet. Et puis, effectivement, le mot autonomie, on n'a pas tous la même vision. Pour certains, l'autonomie, ça va être de ne jamais rien acheter à l'extérieur. Pour moi, c'est pas ça. C'est plutôt ne pas être obligé d'acheter à l'extérieur. Tu vois, je m'interdis pas d'acheter du pain au boulanger local, d'acheter du fromage de chèvre à quelqu'un qui fait du fromage de chèvre, des trucs que je fais pas. Mais par contre, j'en suis pas dépendant. C'est-à-dire que s'il y a plus de pain ou s'il y a plus de fromage de chèvre, moi, j'ai quand même beaucoup de nourriture sur mon terrain. Donc, tu vois, j'achète quand même des trucs à l'extérieur, mais ce n'est pas une obligation. C'est plus des choix, des envies, etc., quoi. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'autonomie. Donc, je produis largement suffisamment de vitamines, de calories, de glucides, etc. sur mon terrain pour qu'on puisse survivre largement avec ce qui est produit ici. Mais on achète également des trucs à l'extérieur, quoi. Et du coup, comment est-ce que je gère cette autonomie, on va dire? Il y a plusieurs choses. Déjà, j'essaye d'avoir une grande diversité de production. C'est-à-dire que j'ai pas qu'un potager. Et même dans ce potager, j'ai pas que des tomates. Et même dans ces tomates, j'ai pas qu'une variété de tomates, tu vois. Donc, c'est très fractal. C'est-à-dire que quand je fais des tomates, je fais plein de variétés, des résistantes à la sécheresse, des résistantes aux maladies, etc. C'est dans un potager qui est très diversifié en légumes anciens ou même nouveaux, résistants, etc. Qui se retrouve également ça dans un milieu qui est très comestible avec des fruitiers, etc. autour. Tout ça, c'est implanté dans un monde sauvage. Du coup, les plantes sauvages qui nous entourent, il y en a une bonne partie qui sont comestibles, tu vois. Donc des fois, on se casse la tête à faire des laitues, on peut manger du plantain, des orties, du pissenlit, etc., etc. Donc voilà, donc déjà avoir une connaissance de son biotope, essayer moi je mise beaucoup sur la diversité, que ce soit la biodiversité pour la vie elle-même, ou que ce soit la diversité de ce qui va produire ma nourriture, quoi. Il y a une phrase en permaculture qui dit, grosso modo, si je dis pas de bêtises, c'est que un élément doit remplir plusieurs fonctions, mais une fonction doit être comblée par plusieurs éléments différents, tu vois. Quand je plante un mûrier, par exemple, donc ça va me nourrir moi, ça va faire de l'ombre pour les poules, ça va nourrir les poules, entre autres, hein. Ça va aussi attirer les oiseaux, etc. Et donc cet élément-là, il prend plusieurs fonctions. Et quand j'ai besoin de me nourrir, je peux aller soit dans le potager, je peux aussi ramasser les œufs des poissons, les œufs des cannes, manger les poissons, etc. Tu vois, donc c'est vraiment comme ça que j'essaye de voir les choses, d'avoir une grande diversité. Et ce qui permet, en fait, quand on a une mauvaise année, parce que pendant la floraison des vignes, il y a eu un gel, pendant la floraison des pêchers, il y a eu une grêle. Tu vois, le fait d'avoir une grande diversité fait qu'on a toujours des végétaux qui s'en tirent. D'avoir plein de légumes différents fait que si c'est une mauvaise année à tomates, j'aurai peut-être des courges, j'aurai peut-être des pommes de terre, j'aurai peut-être des poireaux. Si c'est une mauvaise année à poireaux, j'aurai des choux, des carottes, et je sais pas quoi. Donc voilà,
C'est comme ça que j'essaie de gérer, c'est d'avoir un maximum de diversité. Et ça marche bien en fait. Et puis connaître le monde sauvage, même si je foire tout, si je suis nul, que j'ai rien fait, j'ai passé un mois à l'hôpital parce que je me suis cassé la jambe, je peux quand même revenir ici. Bon, déjà les arbres fruitiers, ils n'auront pas bougé, donc ils seront toujours là. Mais il y a également le monde sauvage qui est très abondant quand on apprend à le connaître, quoi. Donc là, on est devant un pommier qui a une forme un peu bizarre. Bon, déjà, c'est un pommier multifruit, c'est-à-dire qu'il y a 3 variétés de pommiers là-dedans. Donc pareil, quand on a un petit jardin, parce que les pommiers, ça a besoin d'une pollinisation croisée pour beaucoup, donc on peut s'amuser à greffer plusieurs pommiers sur un seul. Ce qui fait que on va avoir des fruits quand même, et des fruits en plus différents. Donc voilà mon multi-pommier, et je l'ai courbé de cette façon parce que juste derrière, en fait, il y a des panneaux solaires. Et c'est un semis, moi je fais beaucoup de semis de pommiers. Celui-là, je l'ai fait le semis avant qu'il y ait le panneau solaire. Et donc là, si je le laisse grandir, il va pousser devant les panneaux et j'aurai plus d'énergie. Parce que moi, ma recherche d'autonomie, elle va au-delà de la nourriture. La nourriture, c'est hyper important, on a besoin de ça pour vivre. Mais ça va également sur tout ce qui est autonomie énergétique, avoir un maximum d'autonomie énergétique. Et du coup, des panneaux solaires, c'est des vieux panneaux de récup. Ils avaient déjà 20 ans quand on les a récupérés. Et là, ils font leur 2e vie. Ils produisent l'énergie pour la grange. Et puis voilà, donc l'autonomie, ça va sur tous les domaines, et notamment l'énergie, les relations humaines, etc. etc. C'est tout un délire. On vient de faire le tour du terrain de Damien. Ouais, en mode rapide, mais... En mode rapide, mais si on veut faire le tour de tout le lieu, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le choix, sinon ça prendrait des jours et des jours d'aborder tous les sujets. Donc merci beaucoup ici pour le temps passé avec nous et toutes les informations. C'est super sympa de ta part. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment différentes zones, jardin-forêt, jardin plus ouvert, plus refermé, des prairies, l'intégration aussi d'animaux, pas mal de points d'eau aussi qui sont super importants, et des zones sauvages. Donc là, en fait, tout ce maillage-là, en fait, joue un rôle très important pour la biodiversité, mais aussi, pour moi, les deux sont liés pour aussi la productivité, etc. Enfin, tout est lié par rapport au sol, etc. Enfin, je passe les détails. Voilà, en fait, on mettra aussi le lien vers les vidéos et la chaîne YouTube de Damien en bas de la vidéo. Également vers les livres aussi, vu que tu as écrit plusieurs livres. Super intéressant d'ailleurs, donc aussi dernièrement sur les canards coureurs indiens et sur le jardin-forêt. En attendant, j'espère que voilà, le sujet de la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes. Allez, ciao.